Parce que rien ne change, les mêmes schémas se répéteront encore et encore. L'école continuera de creuser et de légitimer les inégalités. Elle produira chaque année une grande masse populaire vouée à être livrée corps et âme au marché du travail et au marché tout court. Une masse corvéable, désorganisée, déracinée, avec de moins en moins de moyens pour se défendre. Une masse que la modernité atomisera, divisera, montera les uns contre les autres dans de multiples guerres internes. Alors, que deviendront-ils ? Peut-être de petites particules bureaucratiques toujours en mouvement, jamais enracinées. Avalant à midi un repas insipide sorti d'une boîte en carton moisi, le dos chaque jour un peu plus voûté, les yeux secs et rouges à force d'être exposés à la lumière artificielle des écrans d'ordinateur. Le sens du métier s'est bien sûr totalement évaporé. Ou bien ils deviendront travailleurs de métiers en tension, parfois français, souvent étrangers. Mal payés, aux horaires interminables, des salaires tirés vers le bas à mesure que d'autres, sans papier, prendront la relève de ceux qui refusent ou ceux qui partent. Des métiers qu'on méprise en répétant aux enfants que si tu travailles mal à l'école, tu finiras comme lui. Le goût du travail bien fait disparaîtra, remplacé par la culture du simple job pour survivre. On les appelle les invisibles. Ils sont caissiers de supermarché, aides à domicile, livreurs, vigiles, caristes ou bien encore agents d'entretien. Leur journée commence souvent très tôt ou finit très tard. Des horaires fragmentés, des tâches répétitives, des contrats précaires. Elle effectue selon les jours 45 minutes à 1h30 de route. On est obligé de faire ça pour dire d'aller gagner notre gagne-pain. Un salaire mensuel sous le seuil de pauvreté, elle gagne 960 € par mois. Une fois payé son loyer et toutes ses charges, il lui reste entre 150 et 200 € par mois pour vivre. C'est dur parce que je suis toute seule. Avec 2 enfants, c'est ça ? Avec 2 enfants. Les promenades, c'est le seul loisir que Jérémy peut encore se permettre parce qu'il est gratuit. Avec un salaire de 924 € net et un logement social qui lui coûte 600 € par mois, il ne lui reste plus grand-chose pour le quotidien. Je ne vis pas bien puisque au quotidien c'est pesant, on y pense tout le temps. Vous y pensez dans la journée, même au travail. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans cet article 3, c'est qu'on va provoquer une espèce de main-d'œuvre sous-payée ou peu payée, quand même, très docile, qui évidemment ne va pas gêner les employeurs. Alors, c'est une femme de droite qui parle aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. Vous êtes aujourd'hui en train de vivre exactement ce qu'a vécu le président Giscard d'Estaing avec le regroupement familial quand il a cédé aux pressions des employeurs et du patronat qui le disaient à l'époque, il faut absolument faire le regroupement familial parce qu'autrement tous les employés d'origine étrangère que nous avons vont repartir. C'est la même chose aujourd'hui. On ne se pose pas la question de fond du pourquoi aujourd'hui un certain nombre de branches professionnelles veulent absolument cet article 3. Ça pose de problème à personne qu'un certain nombre de personnes d'origine étrangère vivent à 5-6 dans un 20 mètres carrés. C'est un vrai sujet. Ça ne pose pas souvent de problème aux employeurs, ça. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet. Et moi je cautionnerais absolument pas un article qui permettrait d'avoir une main-d'œuvre sous-payée mais qui arrange tout le monde. Ça c'est un vrai sujet, c'est un peu, je vais aller très loin, mais l'esclavagisme du 21e siècle qu'on cautionnerait. Même les artisans, qui essaieront de s'en sortir en travaillant pour leur compte, se verront toujours plus étranglés par les impôts, les procédures centralisées et la paperasse interminable. Pour survivre, ils bâcleront leur travail ou finiront par rejoindre des entreprises sans âme, où tout sera légiféré jusqu'à la durée des pauses repas. Cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà. Et ça, il y en a marre. Franchement, faut vraiment qu'ils arrêtent. Moi, juste la situation. Donc, moi, je gère mon entreprise, j'avais 25 ans. Là, je finis ma 3e année. J'arrête, c'est terminé. J'ai une boîte qui tourne bien, je peux embaucher, j'ai feu vert bancaire, je veux faire tout le monde. Mais alors, j'arrête. Parce qu'au final, vous essayez d'entreprendre dans ce pays et on vous prend tout. Vous payez 48 d'URSSAF, 23 d'IS, on vous reprend, alors en plus des 48 d'URSSAF, on vous reprend 15% d'impôt sur le revenu. Mais il faut arrêter. La CFE, cotisation foncière des entreprises, l'entreprise elle est chez moi, donc je paye mes fonciers, plus je paye mes fonciers de mes entreprises. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Cet État qui est obèse, mais il est obèse, ça bouffe du homard à Versailles et ça va expliquer à un mec comme moi qui tape les 70, mais même plus semaine. J'ai tout donné pour mon entreprise, j'en ai perdu ma compagne, j'ai tout lâché dedans. Ils m'ont tout pris. Et là, maintenant, je ferme et on me réclame des fortunes pour fermer. Alors que je me suis battu pour m'en sortir, pour l'ascenseur social, me faire tout seul.
Les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs qui auront tenu bon feront face à des coûts d'énergie exorbitants, à la concurrence déloyale, à l'obligation d'utiliser des produits qu'ils savent dangereux et à des réglementations écrasantes venues de Bruxelles, pendant que les rayons de nos supermarchés se rempliront de produits importés de mauvaise qualité. Les centrales d'achat continueront de tirer les prix toujours vers le bas. Les agriculteurs s'endetteront toujours plus pour continuer à nourrir les Français. Mais pour combien de temps encore ? Jacques Geffredo est maraîcher, mais il consacre aujourd'hui tout son temps à mettre en lumière le phénomène du suicide des agriculteurs. Pour moi, c'était important. Cette image-là, de nombreux anonymes qui sont morts en donnant leur vie pour les autres, pour les nourrir, pour nourrir la population. Ils sont morts pour ça. Se lever tôt tous les matins, savoir que dans le mois, on va pouvoir se prélever que 200 ou 300 € avec 80 heures de travail par semaine, ben, c'est une véritable torture, quoi. C'est une torture, mais bon, continue de le faire. La fatigue physique, la pression psychologique, la banque qui veut vous lâcher, la mort des bovins, vous n'avez plus de raison de vivre, donc un jour je me suis mis à tresser une corde. Voilà, j'ai tressé une corde et puis je dis bah c'est bon, on en finit quoi. Les soignants, aides-soignants, ambulanciers, infirmiers, médecins seront pressés jusqu'à l'os parce qu'ils ont eu le malheur de vouloir aider les autres. Ils sacrifieront leur sommeil, leur santé et leur vie personnelle pour faire tourner un hôpital public en ruine et abandonné des pouvoirs publics. Ils se retrouveront coincés entre un système en train de mourir et des patients qu'ils ne peuvent plus sauver. Alors on ne peut pas demander à personne de travailler à ce rythme-là. Mais là, c'est des gens qui ont fait, pour les infirmières, 3 ans d'études, pour les médecins, on est à peu près à 10 ans d'études, on leur dit voilà, vous allez arriver en enfer. Les smuristes qui se gardent de revenir aux urgences, c'est-à-dire les gens qui font du SAMU-SMUR, appellent ça la mine. Moi, ça m'exaspère, mais n'empêche que vous arrivez aux urgences à 18h quand vous prenez votre garde, pour les infirmières à 21h, et là, c'est un enfer. Vous n'avez pas le temps d'aller pisser, vous n'avez pas le temps de manger. Il y en a une qui le disait, c'est des hurlements, parce que nos patients ne sont pas toujours faciles aussi. On a beaucoup de patients de psychiatrie également, puisqu'on n'a pas de place en psychiatrie. C'est un enfer. Et là, on va demander à des gens qui ont fait des études, et on leur dit, bah voilà, vous allez vivre en enfer. Bah qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tirent. En 2002, les hôpitaux publics disposaient de 314 000 places en hospitalisation longue. En 2018, il n'en restait que 243 000. 71 000 lits en moins. Schlack ! Côté hospitalisation courte, à savoir moins de 24 heures, le nombre de places, lui, a augmenté de 12 000 lits, passant de 31 000 à 43 000. On est loin du compte. 2002, le plan Hôpital 2007 propose une nouvelle méthode de financement des hôpitaux. La T2A, tarification à l'activité. Désormais, chaque hôpital doit classer sa patientèle dans l'un des 800 groupes homogènes de malades. La sécurité sociale paye ensuite l'hôpital pour chaque acte médical selon les barèmes de la T2A, qui est révisée chaque année. Heureusement, la T2A est là pour repérer les opérations les plus rentables et optimiser au mieux le management de l'entreprise hôpital. Entre 2002 et 2013, l'endettement des hôpitaux publics est passé de 9 à 30 milliards d'euros. Bon nombre d'établissements se retrouvent donc au bord de l'asphyxie budgétaire et la plus grosse variable d'ajustement va être le personnel. Entre 2010 et 2017, la productivité dans les hôpitaux publics a bondi de près de 15% et les effectifs de 2%. De quoi briser plus d'un soignant. Les payes du personnel des hôpitaux sont inférieures de 10% au salaire moyen dans l'Hexagone, classant la France 28e sur 32 au sein de l'OCDE. Classe! Nos instituteurs, nos professeurs, nos chercheurs continueront d'affronter des classes surchargées. Ils verront l'école se dégrader, les locaux se délabrer, l'administration devenir toujours plus intrusive et le niveau des élèves chuter. On les laissera seuls face aux parents, face aux élèves, on leur imposera des programmes absurdes. L'école ne sera plus qu'une garderie pour des parents absorbés par leur travail et les professeurs deviendront des assistantes sociales à qui on demande d'éduquer et de soigner en plus d'instruire. Alors, malgré leur bonne volonté, la qualité de l'instruction continuera de s'effondrer. L'école poursuivra son modèle obsolète, l'apprentissage de l'esprit critique disparaîtra et les filières professionnelles resteront stigmatisées, vues comme des filières de ploucs vouées à rester corvéables à merci. Le secteur tertiaire restera le temple du profit. Les entreprises continueront de sacrifier la qualité des services, la dignité des travailleurs et même le bien-être des clients pour augmenter leurs marges. Les contrats seront toujours plus précaires, les salaires stagnants, les droits sociaux hors d'atteinte. Tout cela se fera sous l'œil invisible mais constant des algorithmes. Nos moindres gestes seront tracés, analysés et prédits. On saura quand nous travaillons, quand nous consommons, quand nous dormons.
Les plateformes dicteront nos choix, orienteront nos désirs, calibreront nos interactions sociales. Le salarié recevra ses ordres directement sur son téléphone, sera noté, surveillé, évalué en temps réel par des systèmes automatisés. L'ouvrier, l'enseignant, le livreur, le cadre, tous verront leur quotidien transformé en flux de données sans jamais avoir leur mot à dire. Et chaque notification deviendra un petit ordre, petit sursaut de dopamine auquel il faudra obéir sous peine d'exclusion du système. Cette société va équiper en intelligence artificielle 17 caméras sur la croisette pendant toute la durée du festival du film. Les images captées par les caméras de la ville seront analysées grâce aux algorithmes conçus ici. On va pouvoir créer des barrières virtuelles, des zones virtuelles qui vont nous permettre de dire si une personne est victime d'une chute dans cette zone-là, je veux être alerté. C'est la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui autorise cette expérimentation de la vidéosurveillance intelligente jusqu'en mars 2025. Objectif, renforcer la sécurité lors d'événements sportifs, récréatifs ou culturels exposés à des risques. La reconnaissance faciale et l'identification biométrique sont exclus de cette expérimentation. La jeunesse, complètement immergée dans le libéralisme, perdra tout goût du projet collectif. À quoi bon se former si le travail n'est qu'alimentaire? À quoi bon avoir des enfants si l'avenir ne promet que précarité et désastre, et qu'il m'empêche de vivre ma petite vie de jouisseur passager? Les couples repousseront indéfiniment le moment de fonder une famille, ou renonceront tout simplement. La natalité s'effondrera, et au-delà de plonger le pays dans un déclin démographique profond, ce sera le témoin de notre échec collectif. Et pendant ce temps, l'élite continuera son œuvre, les bons réseaux, les bonnes écoles, les bonnes alliances. Elle continuera de se reproduire, de conserver ses positions et de faire passer les intérêts de sa minorité avant ceux de l'immense majorité des Français. Un tel système ne peut mener, et je souhaite le dire heureusement, qu'à l'explosion. Des révoltes éclateront, sporadiques au début, puis de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Des grèves, des émeutes, des blocages de routes, des saccages de préfectures. La police, dépassée, répondra par toujours plus de répression, toujours plus de lois sécuritaires. Les gouvernements successifs gouverneront par décret, par l'urgence permanente, par la peur. Jusqu'au jour où plus personne n'y croira. Alors, la violence deviendra politique, et le pays devra rencontrer sa voix. C'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt, qu'il faudra avoir une vision, quelque chose capable d'offrir un avenir à ce pays. Sinon, le chaos ne fera que nourrir les mêmes qui nous ont menés là. On ne peut plus entendre les appels au dialogue, à la pédagogie et à la démocratie, comme si ces mots allaient, par magie, transformer la réalité. Ce sont des luxes de société rassasiés, des illusions de gens qui peuvent encore se permettre d'attendre. Qui peut croire sérieusement que les grandes puissances financières, les géants de l'agroalimentaire, les multinationales de l'énergie ou de la tech vont soudain se laisser convaincre par des débats télévisés, d'éditorialistes de plateau, par des fresques du climat, qu'ils vont renoncer à leurs milliards parce qu'on leur aura bien expliqué les choses? C'est rigolo. C'est naïf, presque puéril de croire qu'on fera tomber un système qui prospère sur notre asservissement en organisant des tables rondes et en écrivant des tribunes. Nos ancêtres, vos ancêtres, sont tombés sous des balles, dans la boue des tranchées, sur les champs de bataille, sur les barricades, pour que nous ayons un pays, pour que nous puissions y vivre libres et dignes. Oui, ils ont parfois été la chair à canon des bourgeoisies étatiques, mais ils y sont tout de même allés, et ils y ont laissé leur jeunesse, leur vie pour défendre quelque chose. Vous. Ils ont bâti des routes, des cathédrales, des ponts, des fermes, des usines, des écoles. Ils nous ont transmis un héritage immense, fait de sueur, de courage, de sacrifice. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On laisse ce pays se faire vampiriser par des assoiffés de fric, par des fonds d'investissement qui n'ont jamais mis un pied dans nos villages, par des multinationales qui ne connaissent rien de notre histoire. On accepte que tout ce qui nous a été transmis, nos terres, notre culture, notre savoir-faire, soit bradé au plus offrant comme si c'était qu'une marchandise de plus sur le marché mondial. Mais merde, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de passer 30 ans à rembourser un putain de crédit pour un pavillon moche en périphérie. C'est pas de courir après des primes pour pouvoir payer une semaine de vacances hors saison. C'est pas de s'éteindre lentement en scrollant devant des écrans. La vie, c'est de se tenir debout, de défendre ce qui compte, de protéger ce qu'on nous a confié et de le transmettre. Et si nous ne le faisons pas, nous trahissons leur mémoire, nous trahissons leur sacrifice et nous trahissons nos enfants. Si nous voulons que la France change de trajectoire, ce n'est pas en priant pour que le système s'adoucisse que ça se fera. Ce sera en imposant, pas l'action, un cadre nouveau, une force plus forte que la leur. Ce sera en reprenant notre pouvoir collectif, par des actes qui pèsent, pas par des hashtags et des pétitions. L'histoire ne se fait pas par des discussions polies, elle se fait par des choix, des sacrifices et des ruptures. Si cette chaîne continue de faire de la théorie, c'est parce que le chemin pour faire connaître la monarchie organique est long, et qu'il faudra bien qu'une minorité agissante puisse réclamer le retour du seul gouvernant légitime, la famille des rois et reines de France. Ayant appris des erreurs du passé, laissant de grandes libertés locales, n'ayant pas peur des questions de fond nécessitant du long terme et du courage. Et si le roi de France s'agenouille devant le capital, que ses ancêtres et nos 1000 ans d'histoire le couvrent de honte.